Ce qui m'a surpris dans le plan du président, c'est en fait d'essayer, c'est une tentative de gérer de manière beaucoup plus large les rapports entre l'exécutif et le judiciaire. C'est une sorte de mini-constitution qu'il veut essayer de faire passer. Le travail a pour ambition donc d'une ambition plus large, pas qu'il y ait une crise maintenant et qu'on retombe dans une autre crise dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 2 ans. Le plaisir d'être en ligne avec Maître Philippe Koskas. Philippe, bonjour, Boker Tov. Boker Daniel. Alors, ce matin, on a bien entendu beaucoup besoin de votre éclairage pour mieux comprendre un peu la teneur de la proposition faite hier par le président de l'État. Vous avez eu l'occasion de consulter sur le site qui a été ouvert pour la circonstance les détails de cette proposition, de ce plan du peuple, comme l'a intitulé le président de l'État, qui est extrêmement détaillé, il faut le souligner. Alors, d'abord, est-ce que vous comprenez que l'actuelle coalition ait pu le repousser massivement et que l'actuelle opposition ait pu le soutenir, on va dire, et se féliciter de ce plan? Oui, on peut le comprendre, parce que en fait, si le but de cette réforme constitutionnelle, parce qu'il ne s'agit pas d'une réforme juridique, mais une réforme constitutionnelle, c'est-à-dire des rapports entre les institutions du pays. Si le but de la réforme que la coalition propose, c'est de faire un changement constitutionnel et de soumettre, j'allais dire, dans une certaine mesure, le pouvoir judiciaire au pouvoir politique, alors évidemment, je peux comprendre que la coalition s'y oppose. Parce que dans la proposition du président, on rétablit dans une certaine mesure, et on en parlera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, l'indépendance judiciaire telle qu'on la connaît un peu aujourd'hui. On réduit les pouvoirs judiciaires, mais l'indépendance judiciaire est sauvegardée. Et donc, si vous voulez, je peux comprendre que d'un côté, l'opposition puisse accepter ce plan et que la coalition, qui voulait, en fait, dont le but est de soumettre dans une certaine mesure, je vous dis, je ne peux pas être total dans tous les côtés, mais de soumettre le pouvoir judiciaire au pouvoir politique s'y oppose. Alors, je voudrais qu'on rentre un peu dans les détails de ce plan, même si ça peut paraître un peu fastidieux pour certains de nos auditeurs. D'une manière ou d'une autre, il y a quel est l'élément majeur qui peut surprendre de prime abord, puisque c'est la fameuse commission de nomination des juges. C'est la pierre d'achoppement, on va dire, de ce grand débat autour de la réforme judiciaire. Et dans le cas précis, eh bien, on voit que non seulement ça ne va pas du tout dans le sens de l'actuelle coalition gouvernementale qui voulait un contrôle des personnalités politiques de cette commission, mais c'est même un retour en arrière. Dans l'absolu, j'aurais dit même il vaut mieux garder la situation actuelle plutôt que de rentrer dans le plan du président pour la coalition. Alors, juste avant de répondre à votre question, Daniel, moi, ce qui m'a surpris dans la proposition, je vais encore parler un peu de généralité et je vais répondre à votre question. Ce qui m'a surpris dans le plan du président, c'est en fait d'essayer, c'est une tentative de gérer de manière beaucoup plus large les rapports entre l'exécutif et le judiciaire. Si vous voulez, c'est ça qui m'intéresse. C'est une sorte de mini-constitution qu'il veut essayer de faire passer. C'est-à-dire non pas de résoudre le problème tel qu'il est posé par les réformes de manière ponctuelle, mais d'essayer de gérer de manière un peu plus grande les rapports. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose quand même il y a eu un travail qui a été fait et le travail a pour ambition donc d'une ambition plus large. Pas qu'il y ait une crise maintenant et qu'on retombe dans une autre crise dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 2 ans. Donc, d'essayer de mettre tout à plat. Maintenant, pour répondre un peu à votre question, la commission, en fait, de nomination, et c'est vraiment le point d'achoppement des anti-réformes face à ceux qui veulent la réforme. Ceux qui veulent la réforme veulent soumettre la nomination dans cette fameuse commission de nomination des juges, veulent la majorité, j'allais dire, aux politiques. C'est-à-dire qu'ils veulent nommer, donc enlever, laisser la présence de 3 juges de la Cour suprême, mais ces 3 juges de la Cour suprême seront en minorité. C'est-à-dire qu'à tout point de vue, les politiques seront ceux qui vont décider la nomination des juges, en général, des juges de la Cour suprême en particulier, et également de l'avancement des juges. Et c'est ça, en fait, qui met, j'allais dire, qui met les gens dans la rue, parce qu'on n'a pas envie que les juges qui vont juger nos propres dossiers soient nommés selon des critères politiques.
Or, ce que propose le président, le président propose une commission non pas de 9 juges comme elle est aujourd'hui, mais de 11 juges. Et il y aura 3 juges de la Cour suprême, il y aura 3 représentants de la Knesset, dont 2 de l'opposition, et il y aura également 3 représentants de l'exécutif, donc des ministres. Donc ça nous fait 3, 3, 3, ça fait 9, et 2 qui seront des juristes qui seront nommés d'un commun accord entre le ministre de la Justice, donc un politique, et la présidente de la Cour suprême. Donc si vous voulez, on reste, et vous avez un peu raison, Daniel, on reste dans la philosophie de la commission actuelle qui fait qu'un juge ne peut pas être nommé par un pouvoir. Il doit avoir une sorte de consensus entre les différents pouvoirs. Donc si vous voulez, sur ce point que vous avez évoqué, on reste toujours dans la nomination des juges, dans une attitude de compromis entre les différentes institutions. Alors, ça c'est pour ce point-là. Il y a un autre point qui est aussi assez visible ou invisible justement, puisque on ne parle plus de la fameuse loi de contournement qui est aussi un des socles de la réforme judiciaire. On résout le problème de manière différente. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il n'y a plus de loi de contournement, mais on a enlevé à la Cour suprême la compétence d'annuler une loi constitutionnelle, une loi fondamentale plutôt, je ne veux pas dire loi constitutionnelle. Donc c'est-à-dire que si une loi fondamentale est édictée par la Knesset, la Cour suprême, même avec une majorité pondérée, ne pourra pas annuler cette loi. Donc c'est quand même important, il n'y aura plus besoin, en tout cas sur les lois fondamentales, il n'y a plus besoin de ces manœuvres de contournement. Même s'il faut bien avouer que la Cour suprême, jusqu'à présent, a toujours hésité avant de modifier des lois fondamentales. Absolument. Mais d'un autre côté, ce que venait la critique contre la Cour suprême était de dire il n'est pas question que des juges non élus puissent annuler des lois qui sont faites par la Knesset, et d'autant plus où elles sont fondamentales. Donc si vous voulez, c'est quand même un point qu'on a donné, j'allais dire, je ne sais pas, je ne suis pas là pour donner des points en faveur de la coalition et en faveur de l'opposition, mais disons que c'est un point quand même qui est donné en faveur de la coalition. On a enlevé sur certaines lois la capacité des juges de la Cour suprême d'annuler les lois fondamentales, et également, dans la proposition du président, on a limité le pouvoir de la Cour suprême d'annuler une loi normale. Il faut que cette annulation, ce n'est pas simplement 3 juges qui peuvent le faire, il faut que ce soit au moins une composition de 11 juges, donc c'est quand même relativement important, avec une majorité des 2 tiers de la Cour suprême. Une majorité de 7 juges. N'importe quel juge, voilà, il faut 7.3, oui c'est ça, c'est 7 ou 8 juges. Et donc si vous voulez, on va quand même limiter la capacité de la Cour suprême de pouvoir annuler les lois, et donc ça rend un petit peu inutile la loi de contournement. Et tout de même, il y a aussi ce point qui fait que pour que la Knesset vote une loi fondamentale, eh bien, on peut dire que n'importe quelle coalition dans la conjoncture politique de l'État d'Israël, n'importe quelle coalition ne pourra pas voter toute seule de loi fondamentale, devra être aidée par une partie de l'opposition, puisqu'il faudra au moins 80 députés. Absolument, Daniel, vous avez tout à fait raison. Je vais vous dire sincèrement, c'est quelque chose qui m'a toujours choqué, qu'on puisse à 61 députés faire passer une loi fondamentale, c'est-à-dire qu'une loi qui est censée former la future constitution de l'État d'Israël. Alors que je pense, je crois que il y aura beaucoup d'auditeurs qui seront d'accord avec ce point de vue, que quand on donne une loi fondamentale, c'est une loi qui doit être consensuelle, j'allais dire, entre l'opposition, enfin entre la coalition bien entendu, et une grande partie de l'opposition. Donc moi je crois que lorsqu'on donne puisqu'il ne faut pas oublier qu'en Israël il n'y a pas de référendum. En France, j'allais dire, on botte en touche. Lorsqu'on n'est pas d'accord sur une question constitutionnelle, il y a l'article 11 de la Constitution qui dit « on demande au peuple de se prononcer dans le cadre d'un référendum ». Cet instrument n'existe pas en Israël. Donc à la place, au moins que lorsqu'on donne une loi qui met en cause les règles du jeu constitutionnel, les règles du jeu politique, les règles du jeu de notre société, je pense que c'est important, alors là il a donné 80, mais ça peut être 70, mais qu'il y ait une majorité large qui se dégage pour édicter ces lois qui soient fondamentales.
Alors, il y a encore un point que je voudrais mentionner avec vous, c'est le statut du conseiller ou de la conseillère juridique du gouvernement. C'est un point important parce que il faut bien avouer que avant que l'on ne parle de cette réforme judiciaire, avant les élections, le statut du conseiller juridique du gouvernement a toujours été contesté. Son pouvoir, sa puissance a toujours été contesté. On disait qu'il y avait dans cette fonction deux pôles qui étaient contradictoires. D'un côté, conseiller le gouvernement et de l'autre côté, être le procureur et dans le cas précis, pouvoir par exemple inculper le Premier ministre, chef du gouvernement. Pourquoi finalement le président n'a pas voulu toucher à cela et a-t-il voulu conforter, on va dire, le statut du conseiller juridique du gouvernement ? Alors, pour deux raisons. Premièrement, il n'y a pas de loi parmi la pléthore de lois qui sont soumises à la Knesset ces derniers temps, parce qu'on peut dire que on parle de plus de 15 lois qui sont mises en travail. Le statut du conseiller juridique du gouvernement n'a pas encore été touché. C'est-à-dire c'est vrai qu'ils en parlent, mais si vous voulez, la coalition actuelle n'a pas considéré que de traiter ce statut du conseiller juridique du gouvernement, c'est de la plus grande urgence. Donc, mais ceci dit, bon, c'est clair que il y a des propositions du côté de la coalition, et même d'ailleurs parmi certains de l'opposition, qui ont remis en question ce statut proéminent du conseiller juridique du gouvernement. Maintenant, je voudrais expliquer à nos auditeurs, quand on parle d'indépendance de la justice, on ne parle pas forcément que de la nomination d'un juge. On parle également de savoir qui on poursuit et qui on ne poursuit pas. Parce que si le procureur de l'État est influencé par les politiques, alors évidemment, il y aura, j'allais dire, des enquêtes qui seront sélectives. Donc il faut absolument donner au procureur l'équivalent du procureur de la République en Israël, d'une part, et au conseiller juridique du gouvernement qui est au-dessus de lui, d'autre part, un statut indépendant. Si vous voulez, c'est la clé de l'indépendance judiciaire en Israël. Et donc là, aujourd'hui, non seulement le président conforte le conseiller juridique du gouvernement dans son état, mais en plus, il va dire ses avis obligeront le gouvernement. C'est-à-dire, c'est pas forcément ce qu'on entend ces derniers temps, où on considère ou certains politiques en tout cas considèrent que l'avis du conseiller juridique du gouvernement est une option, est optionnel, c'est un conseil. Or là, non. C'est ce qui existe d'ailleurs dans le droit actuel. Hein. Les avis du conseil juridique du gouvernement sont obligatoires pour le gouvernement. Eh oui, mais Philippe, pardon, on l'a vu pas plus tard qu'il y a quelques mois, lorsque Yair Lapid était Premier ministre. Lui-même a dit, Madame Bahram-Miara me demande de faire passer le fameux projet de tracé de la frontière entre Israël et le Liban, la frontière maritime, devant la Knesset. C'est de sa recommandation, mais ce n'est qu'une recommandation et je fais ce que je veux. Donc déjà même dans l'opposition, on est conscient que ce n'était qu'une recommandation. Pourquoi finalement aujourd'hui durcir cette position ? Je vais vous dire, tous les politiciens ont le même combat. Tout un politicien qui soit de droite, de gauche, du centre, veut avoir les mains libres. Le coup des franches possible. Et ça, c'est pas tellement important si c'est Binyamin Netanyahou, Yair Lapid ou un autre. Pardon, excusez-moi. Donc, si vous voulez, c'est tout à fait clair que tout simplement, ils veulent avoir les coups des franches, ils ne veulent pas être limités dans leur pouvoir. Mais d'un autre côté, on est dans un état de droit, Daniel. C'est-à-dire que pas n'importe quel politicien qui est élu, qu'il soit à droite ou à gauche d'ailleurs, on ne peut pas lui donner la capacité absolue. Et je suis peut-être un peu d'accord que si même des gens comme Yair Lapid ne l'ont pas écouté, ils auraient dû l'écouter. Alors évidemment, je n'ai pas connaissance d'ailleurs que quelqu'un ait déposé un avis, une requête au Bagatz, à la Cour suprême, pour empêcher Yair Lapid de signer cet accord. Mais si vous voulez, ce qui est valable pour l'un, c'est aussi valable pour l'autre. C'est-à-dire que les avis du conseil juridique du gouvernement et des conseillers juridiques des ministères, et ça aussi c'est fondamental, sont obligatoires. Et ils donnent en même temps la capacité et la possibilité à un ministre qui conteste cet avis, alors d'aller devant la Cour suprême avec un avocat indépendant.
Alors maintenant, je voudrais essayer de prendre un peu de recul, de zoom out, comme on dit, pour et avoir votre avis sur ce qui peut se passer. Parce que finalement, l'intérêt d'un plan de compromis du président de l'État, c'était qu'il soit accepté par les deux parties. S'il n'est pas accepté par les deux parties, que doit-il se passer maintenant? Est-ce que de facto, on peut dire que la coalition gouvernementale, elle, a toujours la majorité? Et si elle est solide, parce que c'était effectivement un bémol qu'il faut mettre, si elle est solide, cette coalition avec ses 64 députés, eh bien, elle repoussera toute proposition de loi qui reposerait sur ce plan du président. Et elle proposera sa propre réforme à nouveau. Vous avez absolument raison, Daniel. Il faut voir que ce plan, regardez bien, il a été proposé, c'est le 4e discours que le président fait. Les premiers discours étaient des discours d'appel à la négociation. Il n'avait pas voulu se prononcer sur un plan aussi détaillé. Il en avait donné certaines grandes lignes, je crois, lors de son premier discours. Il avait voulu ouvrir un espace de négociation. Apparemment, cet espace, il n'a pas eu de clients. J'allais dire, sans vouloir donner des points ni à droite ni à gauche, cette négociation n'a pas fonctionné. Alors, il a donné un document de travail. Maintenant, ce qui risque de se passer, en effet, Daniel, c'est que si la coalition n'est pas prête à reconnaître ce plan du président comme base de compromis, où une négociation ne s'instaure pas, il est à craindre, je dis à craindre, je vais vous expliquer après pourquoi, que la coalition puisse passer donc la série de lois de changements constitutionnels, j'allais dire même avant Pessard, c'est-à-dire que ça peut passer même dans les 2 semaines qui suivent. Et pourquoi je dis à craindre, c'est qu'on risque de se retrouver dans un pays avec une crise constitutionnelle. Pourquoi? C'est que la coalition va faire passer ses lois, mais évidemment, ces lois vont être resoumises à la Cour suprême. Et il y a des chances, en tout cas, j'entends beaucoup de juristes qui pensent que certaines de ces lois risquent d'être annulées par la Cour suprême. Et là, le pays va se trouver dans une crise institutionnelle qu'il n'a jamais connue, une crise institutionnelle sans précédent, où il y aura une instance qui va dire blanc et l'autre instance qui va dire noir. Et je vais vous poser la question, c'est pour ça que je disais, c'est à craindre, à qui la police va écouter, qui l'armée va écouter, est-ce que ça va être les arrêts de la Cour suprême ou est-ce que ça va être le Premier ministre ou la coalition? Et on voit bien que le pays est loin d'être tranquille, puisqu'on assiste, là, c'est le 10e samedi où il y a des manifestations à plusieurs centaines de milliers de personnes. Je dois dire qu'il faudrait qu'il y ait quand même quelqu'un quand même qui prenne une responsabilité, j'allais dire, on dit en hébreu un mevougar achaï, j'allais dire un sage, qui puisse prendre le taureau par les cornes et d'essayer de trouver quand même, de rentrer un peu dans ce pays, mais alors, un cas plus paisible. Alors, finalement, est-ce que le sage que l'on attendait, c'était pas le président? Et est-ce que finalement, il s'est pas mépris, le président? Parce que ça semble clair, c'est-à-dire il faut pas être sorti de l'école d'Harvard de droit pour comprendre que cette proposition, elle ne pouvait pas être acceptée par la coalition et même pas par certains éléments modérés de la coalition. Donc, est-ce que finalement, le président, à votre avis, il n'a pas outrepassé, on va dire, ses fonctions en prenant présentant un tel plan? Non, je ne crois pas. Il n'a pas de fonction. Si vous voulez, le président n'a pas de statut dans cette crise. Il a un statut de modérateur. Il a essayé. Il ne peut rien fixer. Le président lui-même est élu par la Knesset. Il a un statut, j'allais dire, un peu comme la reine d'Angleterre. Il a un statut moral. Mais il n'a pas un statut juridique. Donc, si vous voulez, le président ne peut pas lui-même prendre ses décisions. Il ne peut couvrir un espace de négociation. Je crois que c'est ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, il a été critiqué des deux côtés, même du côté de l'opposition, en disant voilà, le président doit se prononcer de manière plus virulente. Donc, il a été critiqué, j'allais dire, des deux côtés. Il a ouvert un espace de négociation pendant près d'un mois et demi. Et apparemment, voyant que son espace de négociation ne fonctionnait pas, il a donné un document de travail qui correspond, en fait, j'allais dire, à ce qu'il croit lui. Et ce qu'il croit entouré de juristes quand même qui sont, j'allais dire, il a été entouré par le professeur Friedman, qui fait partie parmi des professeurs de droit, quand même parmi des juristes qui sont considérés comme des juristes conservateurs. Donc c'est pas forcément un plan, j'allais dire, j'aime pas du tout cette dialectique droite et gauche, ça n'existe pas en justice.
Parce que c'est politiser la justice et j'aime pas ça. Et je trouve d'ailleurs que ça correspond pas à la réalité. Mais je parle plus de conservateurs face aux réformateurs. Daniel Friedman est un conservateur, ça c'est de toute manière. Il a toujours critiqué le système judiciaire depuis que moi je le connais, c'est-à-dire depuis 30 ans. Donc il écrit des articles là-dessus. Il était lui-même ministre de la Justice et il a voulu faire passer des réformes qui ne sont pas passées. Donc si vous voulez, ce que fait le président, c'est un peu, j'allais dire, ce qu'il a soumis hier, c'est un peu son chant du cygne, dans le sens où il a soumis son projet en disant « je ne suis pas arrivé, moi, à faire rentrer dans un cadre négocié les partenaires. Donc moi, je soumets ce plan qu'il a appelé le plan du peuple. C'est ce qui correspond à ce que moi je verrais pour l'État d'Israël, mais il n'a aucune compétence pour j'allais dire, le forcer, ce plan-là. Ouais. C'est le plan qui passera, ce sera un plan qui sera adopté par la Knesset et validé ou non par la Cour suprême. Eh bien, Maître Philippe Koskas, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était très clair. On a, avec vous, grâce à vous, mieux compris ce qui se passait, à la fois les enjeux, les défis et les risques, bien entendu, de cette situation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.